Bonsoir à tous. Donc on va commencer la conférence. Alors cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences sur le sport dans l'Antiquité que propose cette année Sorbonne Antique. Donc l'association Sorbonne Antique, c'est une association étudiante culturelle qui fait des événements, qui organise des événements sur justement tout ce qui est antiquité. Donc, comme vous pouvez le voir, on organise des conférences, des expositions photos, des visites de musées et un voyage chaque année. Donc, ce cycle de conférences s'inscrit justement dans l'actualité. Donc, le sport qui cette année a une place très importante avec les JO de 2024 à Paris. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu Hagenmüller qui va vous présenter cette conférence. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je remercie d'abord Sorbonne Antique de m'offrir cette opportunité de faire cette conférence sur un sujet qui est à la fois proche de mes recherches de doctorat, mais un petit peu en marge du cœur de mes recherches, et qui est donc un sujet que j'ai étudié et abordé dans le cadre de mes recherches. En effet, je suis donc en train de terminer un doctorat sur la représentation de la violence dans les images funéraires égyptiennes. Et donc, j'ai essentiellement travaillé sur ce qu'on peut caractériser comme une véritable violence, des images de guerre, de punition, etc. Mais c'est un sujet qui m'a régulièrement amené à m'intéresser à la question du corps et de sa représentation. Et il est souvent nécessaire de confronter les images de véritable violence avec les autres mises en scène du corps dans les corpus que j'étudie, que ce soit par exemple dans les moments d'oisiveté, dans le travail ou dans ce qu'on appellera génériquement les loisirs. Alors quand on étudie les images égyptiennes, on a la chance de rencontrer une grande diversité d'images, dont certaines montrent ce que nous appelons rapidement du sport, par exemple des images de lutte ou de course, comme en témoigne un site que je vais beaucoup citer aujourd'hui, qui est la nécropole que vous voyez ici de Beni Hassan. C'est une nécropole en Moyenne-Égypte, donc à peu près à mi-chemin entre les deux grands centres du pouvoir en Égypte, Memphis au nord et Thèbes au sud, et qui, notamment au Moyen Empire, a accueilli un certain nombre de tombes particulièrement décorées. Et vous avez par exemple ici un ensemble de scènes de lutte que je vais souvent évoqué aujourd'hui, de la tombe d'un certain Kéti qui s'est fait enterrer dans cette nécropole. Cependant, ces images sont en général assez peu connues du grand public et appartiennent pour beaucoup d'entre elles à des périodes moins bien connues de l'histoire égyptienne, par exemple le Nouvel Empire, qui concentre souvent l'essentiel de la lumière médiatique et vulgarisatrice. En conséquence, à la différence de la Grèce classique et de la civilisation romaine, l'Égypte antique est rarement appréhendée comme une civilisation du sport ou des loisirs. Et on est souvent loin des images des gymnases de l'Athènes du 5e siècle, de l'éducation spartiate ou de la recherche par les philosophes stoïciens de l'équilibre entre corps et esprit. L'Égypte, à l'inverse, semble à première vue avoir développé une approche du corps centrée d'une part sur le travail productif délivré par la masse de la population, qu'elle soit paysanne ou artisanale, pour une élite qui bénéficie de ce travail, et de l'autre, centré sur la transformation de la personne post-mortem, souvent résumé par le processus de momification, où le corps devient un véhicule du passage vers l'au-delà. On peut cependant réévaluer cette place du sport et plus largement du jeu et des loisirs dans les pratiques et les représentations égyptiennes. Et je vais m'intéresser à cette question en trois temps. D'abord, un point assez méthodologique et épistémologique sur la façon de définir le sport en Égypte et plus largement ailleurs. Et peut-on parler de sport en Égypte? Et si on parle de sport, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, ensuite, j'évoquerai les sports que les Égyptiens pratiquaient et pourquoi, comment interpréter les différentes images de sport qu'on observe dans notre corpus et comment on les insère dans un champ plus large de questionnements politiques, militaires ou symboliques. Et enfin, pour terminer, pour revenir aux images elles-mêmes et pour centrer plus précisément sur elles, au-delà de ce qu'elles montrent, pourquoi ces images ont-elles été
effectuées, pourquoi des artisans et les commanditaires de ces œuvres les ont-elles représentées? Quel sens prend donc le sport dans le contexte iconographique où il est représenté et, en me basant sur mon aire de spécialité, dans les tombes privées? Alors, la première question, c'est: peut-on vraiment parler de sport en Égypte? C'est une vraie question qui nécessite de se poser des questions de méthode sur l'approche qui s'avère la plus féconde. À première vue, on a deux possibilités selon les deux catégories épistémologiques dominantes, opposées, d'éthique et d'émique. La première, l'approche éthique, suppose une approche généralisante et qui assume d'étudier le passé avec des catégories qui lui sont extérieures. Catégories assumées comme modernes, et une approche qui part des concepts propres à la société que l'on étudie. Donc dans mon cas, à la langue française et à la société française ou européenne du XXIe siècle. Dans le premier cas, ce serait donc de faire la liste de ce que l'historien du XXIe siècle considère comme du sport et de voir si on retrouve des équivalents en Égypte. On pourrait par exemple recenser les exemples de course, de natation, de lutte et les comparer avec des exemples transculturels, grecs, romains, médiévaux, etc. Par exemple, on fera une histoire de la course à pied à travers les âges ou des jeux de balles sur les différentes époques. À l'opposé, une approche émique restreindrait le sens de sport et refuserait d'en faire un universel. Cette approche est basée sur l'idée que les concepts qu'on utilise sont propres à notre société et à un univers mental qui ne peut être projeté sur les époques, notamment les époques les plus anciennes, comme l'Égypte ancienne. Ainsi, ce serait une précaution pour éviter de projeter sur le passé une conception anachronique. Et dans cette vision, le sport est propre à notre monde contemporain, défini par la société des loisirs, qui émerge notamment au second XXe siècle, à l'olympisme qui fait du sport un lieu d'affrontement international, et du sport professionnel devenu fait de société et élément médiatique majeur. Par rapport à ces oppositions, les limites de chacune de ces positions semblent importantes. Une approche éthique, en effet, présente l'inconvénient majeur de comparer des éléments d'apparence identiques, mais qui s'inscrivent dans des contextes très différents et ne signifient pas la même chose. On peut prendre par exemple, on peut s'appuyer par exemple sur la fête jubilaire royale, dont vous voyez ici une des plus anciennes images provenant du complexe funéraire du roi Djoser à l'Ancien Empire sur la gauche. Fête qui a pour but de montrer la régénération des capacités physiques du roi, en général au bout de 30 ans de règne. Et donc, dans cette perspective, pour comprendre cette fête jubilaire, on peut s'interroger sur la nécessité et l'aspect fécond d'une comparaison avec l'athlétisme au sens large, et on peut se demander si la course ne prend pas son sens en elle-même par rapport à des caractéristiques religieuses, politiques, idéologiques, plus que dans une comparaison transpériode de l'acte de la course. Mais à l'inverse, l'approche chimique ne résout pas tous les problèmes. En effet, elle rend difficile la comparaison, alors que justement les sources anciennes invitent à établir des liens, quitte à justement montrer plutôt les différences que les similarités. L'autre problème est la limite que l'on place. Si l'on définit le sport comme propre à notre réalité contemporaine, quand commence-t-il? Il est facile de dire que l'Égypte ancienne ne connaît pas de sport, mais sur quels critères fonde-t-on cette opposition? Par exemple, si on refuse ce concept à d'autres sociétés, peut-on mettre dans la même catégorie la fin du XIXe siècle où naît par exemple le football, passe-temps aristocratique et individualiste, grâce auquel les élites britanniques démontrent leur supériorité physique sur la classe ouvrière, et le football du XXIe siècle, sport professionnel, mondial et ultra-médiatisé, impliquant tant d'enjeux économiques et géopolitiques qu'il devient un domaine non négligeable des relations internationales. De même, si on ne parle pas de sport, comment caractériser l'assimilation des loisirs de la Rome impériale ou l'idéologie de l'entraînement gymnastique des cités grecques? Ainsi, la séparation entre un passé rétif à nos concepts modernes et une modernité auquel ces concepts iraient comme un gant semble, après examen, arbitraire et probablement hasardeuse. La méthode que je préfère choisir se situe donc à mi-chemin entre éthique et émique, et elle suppose d'assumer la comparaison et l'emploi de catégories propres à la langue française et à notre monde contemporain, mais en tâchant de restreindre au maximum les concepts pour éviter les généralisations abusives et les fausses similarités d'apparence. On va donc établir des critères précis sans lesquels on ne parlera pas de sport.
Parmi les critères que l'on ne retiendra pas, par exemple, on aura l'opposition entre amateur et professionnel, essentielle dans le monde contemporain, mais aussi la gratuité, c'est-à-dire que le sport ne se définit pas comme un espace où il y aurait une absence de signification extérieure, politique, religieuse ou idéologique. Et je vais donc proposer 3 critères pour justement permettre cette comparaison et cette approche du sport dans l'événementiel qui permettent une ouverture vers des périodes plus tardives. Le premier principe semble évident, c'est le principe corporel ou physique. Ainsi, le sport se définira comme un ensemble de pratiques qui mettent en jeu le corps. Bon, au-delà de cette évidence, cela permet d'éviter les formes de jeu qui tiennent à des catégories mentales plus que physiques, même si cette dichotomie corps-esprit doit aussi être nuancée. D'une part parce qu'elle est propre à notre monde contemporain, d'héritage cartésien, et qu'elle n'est pas applicable à une société comme l'Égypte, où la personne n'est pas composée de plusieurs entités, est composée de plusieurs entités sans véritable concept d'esprit. Mais d'autre part, parce que les jeux de plateau, par exemple, censés être non physiques, supposent un élément de corporalité, de position du corps. Mais ce qu'on entendra ici, comme proprement physique, regroupe les activités qui vont nécessiter un entraînement qui vise spécifiquement à améliorer les compétences corporelles. En résumé, on retiendra en général 4 grandes vertus physiques que vont rechercher les joueurs: la force, l'endurance, la vitesse et l'agilité. Deuxième principe est ce qu'on pourrait appeler l'aspect adversatif, la présence d'un affrontement dans le sport. Ici, il s'agit d'exclure de notre réflexion l'exercice physique qui ne s'inscrit pas dans une rivalité. Alors l'idée ici n'est pas de faire une définition exclusive qui expliquerait que par exemple le jogging n'est pas du sport, mais simplement plutôt, loin d'un raisonnement absolu, de restreindre la définition pour l'interrogation historique. Cette restriction ne vaut pas donc en soi, mais bien dans le questionnement historique, pour éliminer les cas qui n'apportent pas d'exemples intéressants et féconds à la réflexion. On éliminera donc les exemples de course royale ou de natation en différents contextes, quand il n'y a pas un contexte d'affrontement. Et on se centrera sur les lieux où se déploie un affrontement. En conséquence, cela signifie l'existence de 2 camps, formés d'un seul individu à chaque fois ou par des équipes, d'un objectif de victoire, qui peut donc consister en des récompenses matérielles, honorifiques. Et enfin, un moyen d'affrontement, qui peut être mathématique, arriver en premier à la fin d'une course, ou physique, mettre l'adversaire à terre. Et le troisième critère est ce qu'on pourrait appeler la ritualisation. En effet, une rixe dans la rue ou à la sortie d'une taverne comprend les 2 premiers critères corporels et critères adversatifs. Mais personne ne dirait que 2 personnes se battant dans la rue pratiquent une activité sportive. Tout comme ces jeunes filles qu'on voit se battre dans un champ, dans une tombe du Nouvel Empire de la ville de Thèbes. Il faut donc rajouter le 3e critère, la ritualisation. Ici, le rite se comprend sans connotation religieuse, mais il désigne les éléments qui, entourant les activités humaines, leur ajoutent des règles et une signification qui les font échapper à la réalité quotidienne. Ainsi que, plutôt que la gratuité, qui serait le signe d'une incompatibilité des pratiques sportives, ainsi plutôt que la gratuité qui est incompatible avec les pratiques sportives, souvent source de récompenses matérielles, le propre du sport est la ritualisation, c'est-à-dire sa mise à l'écart d'une réalité quotidienne qui souvent passe par des éléments très concrets. Parmi ces éléments très concrets, on peut en citer quelques-uns. Le premier est une ritualisation temporelle. Le sport se définit par une temporalité distincte, un début et une fin, matérialisés par le sifflet de l'arbitre, ou dans certains arts martiaux asiatiques, par un salut rituel qui marque l'entrée dans une atmosphère spéciale. Dans une image de la nécropole que je citais tout à l'heure, à Beni Hassan, qui montre les scènes de lutte, on voit les différents adversaires enlever et mettre leur ceinture. Vous voyez ici la vignette la plus à gauche, où un des adversaires présente sa ceinture devant lui, comme une étape du début du combat. Alors, on a du mal à savoir exactement ce qui se passe ici, mais en tout cas, on a un début du combat qui est marqué par ce rite. Le moment du sport se distingue donc par des gestes définis antérieurement qui marquent l'entrée dans une nouvelle disposition physique et mentale, où par exemple, on va échanger des coups sans vouloir faire mal à l'autre.
La ritualisation est ensuite spatiale. Le sport moderne déploie de nombreux lieux spécialisés dans le sport où les affrontements vont être restreints. Le lieu est précisément distinct avec des limites du terrain, voire des divisions internes. L'atmosphère qui se dégage du lieu en fait des lieux sous tout sauf neutre, de sorte que la visite de tel ou tel stade devient aujourd'hui un objet aussi important que le match en lui-même. La question est cependant ici plus difficile à résoudre pour l'Égypte. En effet, à la différence du gymnase grec ou des arènes romaines, on n'a pas vraiment de traces de lieux spécifiques aux affrontements sportifs. En tout cas, il est difficile d'établir par l'archéologie, par l'iconographie ou même par les textes, l'existence de lieux permanents réservés à l'exercice physique. Il semble plus probable que les espaces de lutte aient par exemple été définis de façon temporaire pour les occasions justifiant les combats. On a cependant ici un exemple original et sans équivalent dans le corpus des images d'affrontements en Égypte, de deux personnages que vous voyez se battre sur le toit du bateau situé dans le registre inférieur. Alors, l'image est aujourd'hui assez abîmée, qui se battent donc au bâton sur le toit d'un bateau, dans un contexte de procession religieuse. C'est donc une zone spécifique sur le toit du bateau, bien visible par les spectateurs qui voient passer le bateau sur le Nil. Parmi les autres éléments de ritualisation, on peut mentionner les codes vestimentaires, comme les tenues imposées. En Égypte, la tenue est la plus simple possible, puisque, par exemple, pour la lutte, elle se pratique, au moins en apparence dans les images, entièrement nue ou simplement avec une ceinture attachée à la taille. Il ne faut pas y voir uniquement une visée pratique, mais bien une façon de marquer une différence entre le monde quotidien, essentiellement laborieux des Égyptiens, où, en général, les hommes sont représentés torse nu et vêtus d'un pagne, et de l'autre côté, l'espace spécifique du jeu, où l'on s'est défait des significations sociales et professionnelles que portent les vêtements. Un quatrième élément de ritualisation concerne l'ensemble des règles, plus ou moins arbitraires, que les adversaires doivent respecter. En effet, la présence de cet élément arbitraire, c'est-à-dire qui se justifie essentiellement par une tradition partagée par les adversaires, donc élément hérité, justifié par une culture spécifique et pas uniquement par des raisons fonctionnelles, est ainsi essentiel au spectacle sportif, qu'il soit contemporain ou ancien. Dans les scènes de lutte, par exemple, il semble bien que des règles expliquant ce qu'il est possible de faire existent, malgré le fait que de tels catalogues de scènes, comme ici dans la tombe de Kéti, soient extrêmement variés, et qu'il semble possible d'agripper son adversaire d'à peu près toutes les façons imaginables. Cependant, on remarque par exemple qu'ici, dans ce long catalogue, aucun coup de pied ou coup de poing n'est donné, ce qui, sur un catalogue aussi vaste, signale bien un interdit. Ici donc, l'enjeu n'est pas de causer de la souffrance ou des marques apparentes de coups, mais bien de maîtriser le corps, de contrôler les bras de l'adversaire, ses jambes, voire de le mettre à terre. De même, la lutte à terre semble restreinte. Quand on étudie ces images, on se rend compte que peu de vignettes, on a rarement des successions longues de vignettes montrant un combat au sol. Ce qui laisse supposer que quand un adversaire a réussi à véritablement immobiliser l'autre au sol, les deux se relèvent et recommencent le combat. Enfin, la ritualisation passe par l'ajout d'éléments fictifs, à jouer aux affrontements, un cadre général qui donne un sens au-delà de l'affrontement concret, qui en fait plus que l'affrontement anodin entre deux personnes et lui donne un sens plus général. C'est tout simplement comme l'idée que les matchs internationaux de football ne sont pas de simples affrontements entre deux groupes de 11 joueurs, mais reproduisent en quelque sorte l'affrontement entre plusieurs nations. Dans les scènes égyptiennes de lutte, aucun élément, par exemple, n'est mentionné, notamment parce qu'on a extrêmement peu de légendes qui les entourent. Mais si on s'intéresse plutôt à d'autres formes de sport, qu'on pourrait qualifier aussi de jeux, dans des jeux pour enfants, sur lesquels je vais revenir plus tard, dont les règles exactes sont assez mal connues, comme ce jeu du prisonnier. Vous voyez ici
dans une tombe de l'Ancien Empire, 6 jeunes garçons courir vers la droite en suivant un septième qui se tient devant, les bras attachés dans le dos, et qui forme donc le prisonnier, qui a donc donné ce nom moderne de jeu du prisonnier. Et donc ici, il semble clair qu'un individu a été capturé et tenu par une équipe, et il attend peut-être que ses coéquipiers viennent tenter de le libérer. Ici, les enfants rejouent le contexte légitime de la guerre royale, qui vise notamment à ramener des prisonniers qui seront ensuite répartis dans les campagnes égyptiennes ou offerts au temple. Et ce motif, alors je passe les polémiques et les questionnements sur le sens exact de ce motif, mais on peut imaginer qu'il matérialise la domination royale et plus largement de l'ordre de l'Égypte sur le monde, en particulier sur les zones frontalières, typiquement les déserts à l'ouest et à l'est de la vallée du Nil, en particulier car le prisonnier est appelé par un terme qui désigne l'errance, le vagabondage autour de la vallée du Nil. Une fois ainsi établies ces précautions conceptuelles, on peut désormais se plonger dans le corpus égyptien des scènes de sport. Et pour des raisons de praticité, je vais les évoquer dans un ordre qui mêle caractérisation par type d'activité corporelle et par dossier historique ou par dossier de source, et proposer donc une interprétation pour 4 dossiers assez différents, pour lesquels je vais montrer qu'on a difficilement une interprétation surplombante. Il est difficile de ne pas commencer par la figure royale qui semble un modèle pour les attestations d'exercice physique et de sport en Égypte. Cette figure royale est régulièrement représentée en train de pratiquer des activités sportives. Cette présence récurrente n'est pas uniquement causée par le fait que la monarchie nous ait laissé un nombre très conséquent de sources, à la fois textuelles et iconographiques, mais aussi vient du fait que la définition égyptienne du pouvoir individuel du pharaon va avec des qualités physiques, qui occupent une place prépondérante à côté d'autres qualités que nous définirions modernes comme mentales, comme l'anticipation, la sagacité ou la piété. Et dès l'Ancien Empire, le roi se met en scène dans des postures qui mettent en avant ses qualités physiques, qui démontrent sa capacité à régner efficacement sur le pays, selon une idéologie assez récurrente dans les sociétés prémodernes, qui fait de la force un attribut légitime en soi, car signe d'une reconnaissance divine. L'exemple le plus frappant que j'ai déjà cité est la course faite par le roi lors de la fête du Jubilé, après 30 ans de règne, où, dans un espace cérémoniel, le roi parcourt en courant un chemin et montre sa vigueur. Ces démonstrations physiques prennent leur sens dans un ensemble sémiologique de la puissance royale, dont on peut citer 2 exemples récurrents. D'une part, les vertus guerrières du roi, qui massacre ses ennemis de sa lance ou de son arc. De l'autre, la chasse royale, puisqu'il existe à toutes les époques de l'histoire égyptienne un lien entre la domination politique du roi sur ces sujets et sur les peuples étrangers, et la maîtrise du monde sauvage, avec 2 animaux qui incarnent particulièrement cette chasse royale. Ici, vous le voyez, un lion, transpercé par la lance d'un roi non nommé, mais aussi parfois l'hippopotame. On a donc un ensemble de qualités royales qui associent sa force, son endurance et son agilité à des contextes précis. D'une part, la victoire sur les ennemis du pays et les forces du chaos, dans la guerre ou la chasse, et la perpétuation du principe monarchique à travers les générations, mise en scène par la course du roi. La mise en scène corporelle du roi apparaît donc comme un modèle pour penser en Égypte les activités physiques, que l'on voit ensuite se diffuser d'abord dans les cercles élitaires, puis dans le reste de la population. Un contexte particulier de sport royal nous est offert par un roi en particulier, qui s'est souvent fait représenter dans des activités d'entraînement, en grande partie clairement destinées à la guerre. Ce dossier date du roi Amenhotep II, souverain de la 18e dynastie au Nouvel Empire, donc souverain d'une Égypte qui connaît une époque de stabilité du pouvoir et d'expansion maximale de ses frontières au XVe siècle avant Jésus-Christ. On a regardé un certain nombre d'images et de textes qui évoquent l'entraînement
que le jeune prince, puis roi, a reçu pour exercer correctement la monarchie. On a notamment des scènes comme celle-ci, où il s'entraîne à tirer sur une cible, ici depuis un char, montrant sa maîtrise de vertus militaires qui en feront un légitime et efficace commandant des armées égyptiennes. Malgré la permanence des vertus physiques dans l'idéologie royale, qui n'est pas propre à Amenhotep II, il est difficile d'établir pourquoi ce roi particulier a largement plus que les autres développé ce corpus si cohérent, alors même que d'autres rois de la même période, à commencer par son père, Thoutmôsis III, sont tout aussi connus, voire plus, pour leurs activités militaires. Une hypothèse individuelle, qui suppose un intérêt personnel du prince pour ses activités physiques, ne peut être évacuée absolument, de peur de négliger l'importance que des préférences individuelles peuvent avoir sur les formes culturelles lorsqu'elles concernent les plus hauts personnages de l'État. Mais on peut proposer une autre interprétation. Ce corpus pourrait être significatif d'une évolution de la mise en scène du pouvoir royal qui est de plus en plus conscient de sa spécificité historique, c'est-à-dire que les règnes individuels des rois ne se résument pas à être des incarnations de principes abstraits, éternellement répétés de roi en roi pour l'éternité, mais se déploient dans un contexte historique plus précis, qui prend plus en compte des réalités géopolitiques, sociales, etc. Ainsi, la force et l'agilité royale ne seraient pas uniquement des capacités inhérentes propres à l'essence du roi, comme elles l'étaient jusqu'à présent, qui seraient héritées par le sang transmis par les prédécesseurs royaux glorieux ou par les dieux, mais nécessiteraient une appropriation par l'entraînement, une soumission à une discipline, à un apprentissage qui va redresser l'énergie brute du bras royal pour la diriger vers les ennemis. Un exemple dans cette direction est le fait que ces images de l'entraînement d'Amenhotep II ne se retrouvent pas qu'en contexte royal, c'est-à-dire n'ont pas été faites que par des artisans commandés par la couronne. On a ici une image avec une restitution proposée des couleurs dans la tombe d'un certain Min, qui a donc vécu sous Amenhotep II et qui est enterré à Thèbes, qui se fait représenter en précepteur, en professeur de tir pour le jeune Amenhotep II. Le personnage nu qui tire, c'est le futur roi Amenhotep, et derrière, son précepteur, propriétaire de la tombe, lui tient le bras et l'aide à tirer vers une cible. Et donc ici, ce propriétaire de tombe, ce précepteur, montre ces images qui sont typiques d'un discours sur la monarchie qui suppose une alliance entre le roi, être surpuissant, et l'ensemble de l'administration, et plus largement des élites, qui vont tout faire pour que ces qualités inhérentes au roi deviennent par l'entraînement un atout pour la puissance et la prospérité du pays. Deuxième corpus qui m'intéresse, alors je suis désolé, les images que j'ai été un peu pris par le temps pour les images, j'espère qu'elles sont assez visibles, regroupe les questions d'entraînement, désormais plus véritablement du roi, mais de ses troupes. Et on a un exemple particulièrement bien conservé et frappant dans sa précision, qui provient cette fois-ci d'une époque beaucoup plus ancienne, de l'Ancien Empire, donc on est au XXVe siècle avant Jésus-Christ, dans la chaussée funéraire du roi Saouré à Abouzir, donc dans le nord de l'Égypte. Tout simplement, il s'agit d'une chaussée montante qui relie les deux temples où sont effectuées les actions rituelles pour le culte du roi. Et le temple le plus haut est adossé à la pyramide du roi. Donc on est entre les deux, dans une zone qui était décorée des deux côtés de la chaussée, et donc parcourue régulièrement, après la mort du roi, par de nombreuses cérémonies en l'honneur du roi défunt. C'est donc une zone hautement rituelle. Sur l'un des panneaux conservés, que vous voyez ici, alors c'est un panneau entier, j'ai décomposé en 3 images, donc là je commence par le haut. On voit son armée s'entraîner à 4 exercices. Tir à l'arc, combat au bâton, lutte et course nautique. Il s'agit bien, sans contexte, d'un entraînement militaire, dans ce cas-là, car les légendes mentionnent le fait que ces individus participeront aux campagnes du roi, même si, en l'absence d'une armée professionnelle à cette époque-là, on va plutôt parler d'un équipage multifonction qui peut alterner les activités de répression, de repérage, parfois de conquête, mais aussi de commerce.
Le premier registre, le plus haut, représente l'entraînement de ces personnages au tir à l'arc. On voit ici 3 vignettes conservées, la partie droite étant malheureusement très abîmée, avec toujours le même schéma. Un personnage tire à l'arc, s'apprête à tirer, et un autre le guide sa main, guide son épaule. On peut proposer une lecture chronologique de la gauche vers la droite si on considère que la flèche la plus basse, la flèche cassée à gauche, a été retirée et que la cible est entre les 2 flèches hautes et basses qu'on retrouve sur les 3 piliers et que le 3e personnage a réussi à l'atteindre. Ici, l'élève et le professeur sont bien montrés, le professeur étant désigné par le terme égyptien classique pour désigner l'enseignement, Sebaou. Et les deux sont bien distincts, notamment par leurs vêtements, puisqu'ils ont à chaque fois le même pagne qui les différencie. Le professeur applique ses bras au travail de l'élève en se focalisant notamment sur son épaule. On le voit à gauche, qui lui fait baisser l'épaule gauche, qui tend la corde, puis dans les 2 autres, au centre et à droite, appliquer ses bras à l'épaule droite, celle qui tient l'arc. On voit là une démonstration de l'excellence des maîtres que le pouvoir royal délègue pour former ses troupes. Et le tir à l'arc est donc l'occasion d'une minutieuse formation corporelle qui vise notamment à placer chaque partie du corps, ici l'épaule notamment, dans sa bonne position. Si on descend un registre juste en dessous, on voit l'entraînement au bâton. Là, on a encore l'association d'un prof et de son élève, mais ici, le professeur est encore plus investi dans l'apprentissage, puisque c'est lui qui combat en face de l'élève. On le voit par exemple à gauche, la première vignette a été bien conservée, replacer de ses bras le coude et l'épaule droit de son élève. Puis, il donne des conseils par les légendes qui entourent ces images. Et dans la dernière vignette, dont la partie droite est perdue, où on voit juste un seul personnage, ce professeur, il semble parer des 2 mains un coup donné par son élève. Les légendes nous montrent bien les différents conseils qu'il lui donne. À droite, on lit AARU, c'est-à-dire combat contre le corps, ce qui peut être interprété comme une recommandation de lancer de véritables assauts pour le toucher, et peut-être de moins se perdre dans de grands mouvements superflus. Plus à gauche, il lui dit « Uhem », donc « recommence », montrant bien là l'exigence de répétition et de patiente incorporation de techniques du corps notamment, qui sont nécessaires pour devenir un bon soldat de l'armée royale. Encore une fois, on a là une image retrouvée dans un contexte hautement cérémoniel, à fort contrôle royal, et qui n'indique absolument pas que les troupes travaillant pour la monarchie de l'Ancien Empire étaient effectivement aussi bien formées. Elle indique plutôt une prétention de la couronne royale, devant tous les visiteurs de la chaussée, à réunir les experts les plus compétents dans tous les domaines, pour la plupart du temps agricoles, d'élevage, artisanaux, ici, de techniques corporelles. Je passe vite sur le 3e registre, je vais reparler de la lutte plus tard, où on voit différentes prises de lutte qu'on retrouvera notamment au Moyen Empire, et on y voit à chaque fois un affrontement entre 2 lutteurs qui se fait, d'après les légendes, sur le sable, ce qui pourrait indiquer un lieu particulier sur du sable pour ces combats. L'autre spécificité est que les 2 lutteurs sont à chaque fois 2 élèves, car on voit sur la vignette la plus à gauche les 2 personnes s'affronter et juste devant un personnage qui se penche, les mains sur les genoux, qui est le professeur, qui observe les erreurs des 2 élèves. Enfin, le 4e registre concerne un entraînement à la rame, donc désormais plus les techniques de combat, mais plutôt ici une recherche de la vitesse, qui, comme la force, fait aussi partie à l'origine des qualités que doivent avoir les soldats du roi, sur le modèle du roi, qui est souvent caractérisé par sa fulgurance, sa rapidité, comparable à celle du faucon Horus, dieu protecteur de la monarchie. Ici, la légende mentionne explicitement l'apprentissage de la navigation, Seba Chenet, et on remarque aussi le choix fait par les artisans ici, qui ont réparti sur les différents rameurs les différentes étapes du mouvement. Si vous regardez,
L'image n'est évidemment pas crédible comme instantanée photographique, puisque les différents rameurs devraient être tous au même moment. Alors, je ne suis pas un spécialiste des méthodes de rame, mais il me semble qu'il faudrait que les mouvements soient coordonnés. Ici, le choix a été fait de montrer différentes étapes, ce qui permet de représenter à la fois un équipage nombreux, donc impressionnant, mais aussi un mouvement complet, et donc la maîtrise d'une technique qui va servir les destins de la monarchie, et cette technique pour aller vite en bateau, qui permet donc la maîtrise des voies fluviales. J'arrive ainsi à mon troisième corpus, que j'ai déjà en partie évoqué, les scènes de lutte dans les tombes privées. Il s'agit tout simplement de l'ensemble des images qui représentent des affrontements à main nue, où il s'agit essentiellement d'agripper l'adversaire, de le faire tomber et de maîtriser ses membres. Dans tous les cas, le combat est toujours à deux, opposant frontalement deux individus assez semblables. Alors je ne vais pas refaire une histoire entière de ce corpus, dont on a des attestations à l'Ancien Empire jusqu'au Nouvel Empire. Donc sur toute la période où on a des tombes de l'élite décorée à quelque chose près. Mais la période d'apogée correspond à la fin de la première période intermédiaire, époque de désunion du pouvoir royal en Égypte, et surtout au début du Moyen Empire. Donc on est entre le 21e et le 20e siècle avant Jésus-Christ, époque de réunification du pouvoir royal en Égypte. Et cela est particulièrement signifiant que cette période n'est pas particulièrement prolixe en tombes, elle a livré moins de tombes en tout que l'Ancien ou le Nouvel Empire, et donc cette forte présence marque bien une importance culturelle de la lutte et pas juste un effet de source. La plus ancienne attestation provient de la tombe de Baquet Ier, gouverneur de la ville de Beni Hassane, que j'ai déjà évoqué, et serait peut-être antérieure à la réunification de l'Égypte et à la reconquête de la région par les troupes venant de Thèbes qui vont réunifier le pays. Ce détail a son importance car les 11 autres scènes qui montrent de la lutte au Moyen Empire sont toutes postérieures à la réunification et datent des règnes qui la suivent, donc de 2050 à 1900. Et donc, dans la documentation funéraire égyptienne, 11 scènes sur le même thème sur 150 ans, c'est assez important. C'est un ratio assez essentiel qu'un thème assez rare ailleurs, et autant de scènes, presque une scène par décennie sur cette période. Elles sont assez bien réparties dans les nécropoles provinciales de l'Égypte, et souvent dans des tombes de petite ampleur. On y voit bien un catalogue plus ou moins vaste de techniques de lutte, où il s'agit de tenir son adversaire, notamment pour le faire tomber au sol. Et en particulier, rechercher le déséquilibre de l'adversaire, que l'on enlace pour le projeter en l'air, ou à qui l'on fait un croche-pied qui le fait tomber. L'ensemble de cet important corpus fait ressortir quelques prises plus fréquentes, comme la recherche des hanches, par exemple, pour déstabiliser l'autre, ou la prise d'une jambe. Mais, notamment devant les très imposants catalogues, ici vous avez l'image la plus grande, à Beni Hassane, de Baquet III, je vais y revenir, et ici vous n'avez que la moitié gauche, hein, tout le reste ne tient pas, la scène entière ne tient pas sur... ça ferait tout petit. Donc, vous avez un catalogue qui parfois est extrêmement imposant, dans lequel on reste assez vite perplexe sur cet étalage de prise où un principe d'ordre ne semble pas apparaître. Et ce, pas uniquement pour les égyptologues contemporains, mais probablement aussi pour les visiteurs égyptiens. En effet, quiconque est habitué aux scènes égyptiennes, en contexte funéraire, est en général frappé par une régularité et une organisation des murs assez précise. Ici, les actes verticaux et horizontaux qui pourraient organiser ces scènes manquent. Elles ne suivent ainsi pas une organisation thématique, par type de prise ou partie du corps concerné, ni même véritablement chronologique, puisque l'on peut parfois reconstituer quelques suites de prises sur 4 ou 5 vignettes maximum, comme une petite bande dessinée, mais cela ne représente qu'une portion assez minoritaire de ce catalogue, alors que dans le reste, certaines transitions d'une prise à l'autre sont difficilement explicables. L'interprétation de ces images de lutte a par ailleurs posé problème, notamment dans le contexte plus général où elles s'inscrivent. Et il se trouve que 4 tombes de la nécropole de Beni Hassane, dont la plus ancienne ici, qui m'intéresse en ce moment, est Baquet III, ont laissé des catalogues très importants. Vous avez donc cette
scène de Baquet 3, gouverneur de Beni Hassan, puis son fils Kéti, que j'ai évoqué plus récemment. Vous en avez ensuite 2 qui suivent, dont la dernière est celle-ci d'Amenemhat. Donc on a 4 générations qui ont fait représenter des scènes assez proches, même si, peu à peu, elles réduisent en ampleur. Dans ces 4 tombes, on a une association assez étonnante. On a des scènes de lutte qui sont placées au-dessus de scènes de guerre, et en particulier du siège d'une place forte. Chez Baquet, on a 6 registres de lutte au-dessus de 3 registres de guerre. Et donc, de cette organisation, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les égyptologues proposent que la lutte était ici un entraînement à la guerre, opinion qui était proposée souvent par des spécialistes plutôt des pratiques elles-mêmes, ou de la guerre ou de la lutte, plutôt que du fonctionnement réel des images funéraires. Cette hypothèse continue à être reprise sans investigation, comme si ces 2 motifs juxtaposés devaient forcément fonctionner ensemble. Alors si on rentre dans le détail, il apparaît que ces scènes de lutte ne sont pas forcément un entraînement, et je pense même qu'on peut exclure, au moins proposer une exclusion des interprétations. D'abord, le premier argument est le fait que dans les scènes contemporaines, j'ai dit qu'il y en avait 11, il n'y a que 4 scènes dans lesquelles cette association est faite, dans les 7 autres, on n'a pas d'association entre la lutte et la guerre. Et de même à Beni Hassan, la plus ancienne scène de lutte, elle vient de ce Baquet premier, où on n'a pas de scène de guerre. Donc elle apparaît en dehors dans un contexte guerrier. Et donc c'est bien la guerre qui, dans 4 tombes, vient se surajouter, et pas la lutte. De plus, les contextes qui entourent ces activités sont largement différents. À Beni Hassan, quand vous regardez ici, les images de lutte comportent systématiquement 2 adversaires presque entièrement identiques, sans aucun trait distinctif, aucun vêtement particulier, aucun attribut, de sorte que ça produit un effet général d'accumulation, voire de confusion pour le spectateur. A l'inverse, si vous voyez en bas la scène de guerre, la scène est bien plus précisément organisée, avec une diversité d'acteurs qui se différencient par leurs signes ethniques, leurs techniques de combat et leurs attitudes. On voit mal pourquoi 2 scènes qui seraient liées thématiquement suivraient 2 logiques aussi opposées. Mais l'argument décisif pour mettre à distance cette thèse de l'entraînement militaire est encore plus simple. Aucune des prises à main nue utilisées dans la partie supérieure n'est employée pendant la guerre. Donc on ne comprend pas pourquoi on s'entraînerait sur 6 registres entiers. Dans mon souvenir, j'ai pas fait une chance, c'est 250 vignettes en tout de combat chez Baquet. Pourquoi on s'entraînerait aussi longuement à s'entraîner à la main nue pour ne jamais utiliser ensuite ces techniques à la guerre? Ce qui, en plus, est contradictoire au fonctionnement de l'iconographie égyptienne qui aime représenter l'achèvement des actions qui ont pris leur sens dans un contexte où toute étape est justifiée. Il faut donc plutôt conclure à une différenciation de ces 2 motifs. Enfin, avant de passer à l'interprétation iconographique, un dernier corpus que l'on peut caractériser comme du sport, ou au moins comme des jeux mettant en action des principes physiques. J'ai déjà mentionné le jeu du prisonnier que vous voyez ici. On aura aussi ensuite ce que j'ai appelé le jeu de la bagarre et le jeu de la lutte. Donc ici, je n'ai pris que les jeux adversatifs avec donc affrontement en excluant ce que nous appellerions gymnastique avec des sauts ou des figures où il n'y a pas d'affrontement. Dans tous les cas, ce sont des jeux d'enfants, bien reconnaissables par leur tresse, leur tresse ou leur mèche qui pend sur le côté de la tête, qui distingue les enfants dans l'iconographie égyptienne. Toute cette scène date de l'Ancien Empire, c'est un petit corpus, dont donc ce fameux jeu du prisonnier que j'ai déjà évoqué. Le deuxième jeu, que j'ai appelé jeu de la bagarre, qui est assez peu étudié dans les études égyptologiques, est assez mal connu, puisqu'aucune source écrite ne nous le décrit. On y voit un jeune garçon à moitié assis, entouré par un groupe de plusieurs adversaires, qui cherchent à le toucher avec peut-être les bras, au moins les jambes. Il est clair ici que le but de l'équipe adverse qui attaque le jeune garçon est d'opérer un maximum de touches du corps de l'adversaire, même si on ne sait absolument pas quelles sont les règles et les limites. On a quelques éléments, par exemple le fait que le défenseur, dans les occurrences qu'on a, bloque un de ses 2 bras dans le dos et ne se défend ici que du bras gauche.
De même, il semble ici clair que les adversaires, les assaillants, privilégient plutôt l'agilité et les coups originaux et spectaculaires plutôt que la force, comme l'atteste le fait que 2 d'entre eux lancent un coup par l'arrière, qui évidemment aura moins de force qu'un coup lancé directement par l'avant. On ne peut que supposer qu'il existait un système de récompense ou de points qui était associé à différents coups. Le troisième jeu n'est pas moins énigmatique. On l'appelle le jeu de la hutte, que vous voyez ici à droite de cette image, avec désormais 2 équipes, même si on comprend un peu plus les règles. L'une tient une forme de hutte, espace qui peut être vertical, avec une palissade verticale, ou simplement, qui pourrait être simplement un espace plan, entouré d'une ligne tracée dans le sol. Donc, une sorte de ligne qui entoure les personnages à droite, et peut-être verticale, mais aussi une façon de montrer un espace délimité dans le sol. Cette équipe maintient au sol un prisonnier de l'équipe adverse, pendant que ses coéquipiers, dont on voit un personnage qui tient le bord de la hutte ici, à gauche, essayent de le libérer. On peut supposer que toutes les actions n'étaient pas permises, notamment que des règles existaient pour ce qui était possible de faire, en particulier pour rentrer dans la hutte ou en sortir. Notamment, on a dans plusieurs tombes la mention du terme shedi, donc libéré, qui explicite clairement ce que doit faire l'équipe alliée au prisonnier, le faire sortir de cette hutte. Ces 3 types de jeux nous montrent l'existence d'une culture enfantine, d'éléments imités au monde des adultes, notamment sur le modèle de la conquête de la captivité. Ici, l'aspect ludique et sans danger est indéniable, mais il semble en même temps qu'ils s'inscrivent dans des contextes rituels et participent à la victoire de l'ordre contre le chaos. Par exemple, par l'imitation des armées égyptiennes qui attrapent des prisonniers. On est donc loin ici d'un entraînement pour la guerre. Et enfin, une fois évoqués ces différents corpus, on voit qu'ils sont loin de former un corpus cohérent, un tout unique et organisé par des principes généraux, mais qui partagent une mise en scène adversative du corps. J'aimerais faire quelques remarques sur le sens de l'insertion de ces pratiques dans l'iconographie funéraire. En effet, celle-ci n'a rien d'évident, dans la mesure où ces scènes restent rares dans l'ensemble des tombes décorées égyptiennes, et qu'elles tranchent avec la nette domination dans ce contexte, donc les tombes de l'élite qui fait construire de vastes tombeaux décorés, qui en général reposent sur 2 piliers. D'une part, la mise en scène du propriétaire de la tombe, entouré de ses richesses et de ses employés, et de l'autre, les scènes de travail pour produire ces mêmes richesses. Et donc, l'apparente gratuité de ces scènes, qui ne montrent en apparence pas véritablement de production, apparaît donc à première vue comme une rupture dans les habitudes de représentation égyptiennes. À propos du corpus des jeux d'enfants, on peut émettre plusieurs hypothèses, qui ne sont absolument pas mutuellement exclusives. La première, déjà mentionnée, est que ces jeux participent de cérémonies à teneur religieuse, voire précisément funéraire. On a par exemple évoqué, certains chercheurs ont proposé, que le jeu de la hutte puisse être un jeu associé au rite de circoncision, comme on attesterait peut-être la partie gauche, d'autres rites assez complexes où on voit un individu avec un sorte de masque animal, cette hypothèse n'étant pas prouvée à l'heure actuelle. La libération, par exemple, du prisonnier de la hutte pourrait aussi plus simplement évoquer la libération du défunt qui traverse les épreuves de l'au-delà ou qui échappe aux nombreux monstres qui peuplent les chemins de l'autre monde. Il est par exemple bien attesté que les jeux de plateau, donc non corporels, souvent représentés dans les tombes plus tardives du Nouvel Empire, ont une forte connotation funéraire. Et donc, on pourrait, de ce corpus mieux connu, où il est clairement attesté que les jeux fonctionnent comme un élément rituel à vertu funéraire, on pourrait projeter ces interprétations-là sur d'autres jeux qu'on connaît beaucoup moins bien, notamment ces jeux de l'Ancien Empire comme le jeu des prisonniers. Plusieurs autres pistes peuvent être explorées à partir de la place centrale du défunt sur les murs de la tombe, puisque la tombe reproduit dans ces images le domaine dont le défunt est propriétaire, regroupant à la fois ses champs, ses troupeaux, etc. Alors la représentation de tels jeux physiques
pourrait d'abord signifier la vitalité des populations dont le défunt a la charge pendant sa vie. Cette vitalité qui est à la fois synonyme de sa bonne gestion en tant que responsable d'un domaine, d'une partie de l'Égypte, mais aussi synonyme des importantes ressources qu'il va en retirer. De même, ces jeux sont souvent placés en face de grandes figures du défunt et sont donc embrassés par son regard. Par exemple, cette procession des prisonniers est assez proche du grand défunt, ici Ptahhotep. L'hypothèse serait que les jeux seraient transformés en un spectacle où le corps est soumis à des règles précises et devient pour le défunt, pour le maître de la tombe, un objet de mise en scène esthétique. L'étude des scènes de lutte du Moyen Empire, que j'ai déjà évoquées, est tout aussi complexe, dans la mesure où elles sont pour la plupart intégrées aux décorations murales, sans lien clair avec ce qui les entoure, et donc valent comme des motifs isolés, et non comme un moment d'une suite d'actions, ou comme une vignette d'un catalogue thématique plus vaste. Notamment, ces scènes datent d'une époque où le répertoire iconographique égyptien est plus souple, moins ordonné et plus propre à des innovations qu'à d'autres époques comme l'Ancien Empire que j'ai mentionné ou le Nouvel Empire. L'hypothèse d'un entraînement militaire ayant donc été abandonnée, on peut interroger les raisons de leur insertion à cette période. La première vertu est assez simple, elle tient à leur rareté même et participe d'une recherche de la distinction individuelle du défunt qui va rechercher des thèmes dans son programme décoratif originaux qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Cette recherche se voit par exemple à Beni Hassane, dans ce corpus particulier de 4 tombes, dont vous voyez ici la deuxième, Kéti, où ces thèmes sont placés sur ce qu'on appelle le mur focal, le mur le plus visible, le mur intérieur, celui que l'on voit quand on rentre dans la tombe. Et a priori, dans des tombes de taille assez petite, comme celle-ci, où il n'y a qu'une seule salle, il est très probable, on peut attester, que le soleil touchait ces murs. Et donc, il y a une recherche par les artisans et les commanditaires de la visibilité de ces scènes. Et vous remarquez, comme je l'ai dit, qu'on a à la fois le thème rare de la lutte, mais aussi le thème encore plus rare de la guerre. Donc ces deux thèmes particulièrement originaux sont représentés sur des murs bien accessibles. Mais une autre lecture est possible, fondée sur la culture à laquelle appartiennent ces propriétaires à la fin de ce 3e millénaire, donc à la transition entre la première période intermédiaire, je le rappelle, époque de morcellement du pays, avec essentiellement 2 dynasties rivales, l'une au nord et une au sud, et un certain nombre de principautés locales, de facto indépendantes, dans laquelle va émerger une nouvelle culture de la guerre, traduite par des scènes de guerre, comme celle-ci par exemple, en bas, plus fréquentes, associées à des professions de soldats et à des armes en 3 dimensions, factices ou réelles, qui sont placées dans les tombes. Mais cette nouvelle culture, qui émerge assez simplement dans un contexte de guerre civile, et continue à se maintenir dans les années qui suivent la réunification, pendant environ 100 à 150 ans après la réunification, avant de disparaître lorsque le pouvoir est assez stable pour s'en passer, pour aller vite, elle ne se limite pas uniquement aux thèmes liés spécifiquement à la guerre. Elle embrasse plus largement des thématiques liées au courage, à la force virile et à l'affrontement. Dans les textes des élites, par exemple, qui racontent leur biographie, on se met à revendiquer d'avoir défait ses ennemis de son bras, tandis que les textes postérieurs vont évoquer le chaos qui envahit le pays lorsque se retire la monarchie, ce qui mène à des cycles de vendetta ou à des meurtres au sein des mêmes familles, le frère tuant le frère ou le fils le père. Et donc c'est dans cette nouvelle culture qui fait une plus grande place à la guerre, à la violence et plus largement au conflit, qu'il faut comprendre ces images de lutte. Plus que la trace de la diffusion réelle de sports de combat que les artisans auraient représenté de façon fidèle, ce qui prime ici, c'est l'affirmation d'un intérêt pour le conflit physique, et en particulier entre 2 individus de même statut et d'apparence semblable. Notamment, ces scènes de combat, ici de lutte chez Kéti, s'opposent largement aux images royales plus anciennes mais aussi plus tardives, où le monarque écrase sans peine ses ennemis, dont il serait risible d'imaginer que les ennemis puissent justement résister au monarque. Au contraire,
Les scènes de lutte montrent des duels équilibrés, où aucun adversaire ne l'emporte de façon décisive, mais où le regard s'intéresse à des techniques corporelles pour se battre. Et donc, il me semble que la meilleure hypothèse pour expliquer cette apparition de la lutte, plutôt que l'entraînement guerrier, plutôt qu'une fidélité à des pratiques réelles, est bien un nouvel intérêt par les élites du Moyen Empire de la notion de conflit, de la notion d'affrontement, d'un affrontement équilibré et dont le vainqueur n'est pas joué d'avance. Un élément qui pourrait aller dans ce sens est que les images de guerre que j'ai évoquées, qui sont en dessous, ont bien un camp légitime, un camp vainqueur, mais sont beaucoup moins, opposent de façon beaucoup moins absolue un camp légitime et vainqueur et un camp vaincu que les images royales plus tardives ou même plus anciennes. On a un moment où les élites égyptiennes s'intéressent à cette culture de l'affrontement équilibré. Et donc ainsi, pour conclure, on voit la grande diversité de ce qu'on peut appeler en Égypte le sport et la difficulté à les englober dans une catégorie surplombante qui ne nierait pas leur spécificité. Comme ailleurs en Égypte, la figure royale est souvent présente, parfois comme justification implicite aux entraînements, parfois réellement présente, alors même qu'émerge, en l'absence d'un pouvoir unifié à la fin du IIIe millénaire, une culture qui laisse plus de place à des conflits pouvant se résoudre par la violence. Peu largement, si l'on sort des images pour aller vers les textes, est-il possible de déceler une culture sportive, avec des discours exaltant la compétition et l'excellence physique comme vertu, du moins pour l'élite? Rien n'est moins sûr à ce propos. En effet, un détour par le genre littéraire des sagesses, qui forme des recueils de préceptes à appliquer pour réussir les différents domaines de sa vie, nous montre la rareté des injonctions à appliquer son corps à des exercices spécifiques, notamment quand on les compare à ce que on pourrait rapidement et de façon anachronique séparer comme des considérations morales, familiales ou politiques. On pourra donc s'interroger sur l'absence ou non en Égypte d'un véritable discours général sur le corps. Je vous remercie pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous êtes sur les côtés, essayez de parler fort pour que les micros vous enregistrent bien. Oui. Donc, vous avez commencé par faire vous avez fait votre conclusion sur la mention dans le texte du sport, mais de la présence du corps. Et est-ce que justement, avec de nombreux exemples qui datent du Moyen Empire, on peut voir une certaine mutation quand même au travers du texte, plutôt que par l'iconographie de cette mention-là, ou simplement un changement de part dans tous les possibles sources du Moyen Empire? Alors en fait, pas vraiment. On n'a pas vraiment l'équivalent dans les sources textuelles. Alors la première raison est assez simple, c'est ça a plus de sens de montrer un corps que d'en parler. L'image se prête bien à la représentation des corps. Le texte est un peu plus compliqué. Et le texte se prête plus à des valeurs abstraites, des valeurs génériques, que l'image, où c'est assez difficile à montrer. Il se trouve qu'on a pas mal de textes de cette époque-là, pas forcément de la première période intermédiaire, mais du début du Moyen Empire, qui montrent cette mise en scène du corps. Typiquement, il y a un texte très célèbre, qui est le conte de Sinué, qui date quelque part au début du Moyen Empire. Alors, je ne rentre pas dans les querelles de datation, mais globalement du début du Moyen Empire, où le personnage principal, Sinué, affronte à la lutte un individu, donc un Syrien, et une forme de champion local de Syrie, qu'il va vaincre. Et une hypothèse serait de voir dans cet épisode le signe justement de cette culture de l'affrontement qui va disparaître à la fin du conte quand Sinué revient en Égypte et met de côté cet affrontement-là. Cependant, dans le texte, comme je l'ai dit, c'est assez difficile d'écrire un combat. Il faut avoir du talent, je veux dire, pour raconter des affrontements en texte. Et le combat est vraiment très très court dans ce conte. On a de longs passages sur la préparation, mais le combat dure, dans mon souvenir, vraiment 2-3 phrases. Sinué sort ses armes, tire sa flèche, et l'ennemi meurt. Donc on n'a pas vraiment l'équivalent de texte qui montre ça. Par contre, on a la culture du conflit, oui. La culture des adversaires qui se tuent, etc.
l'idée de la lutte n'a pas vraiment d'équivalent. Donc voici, plus de questions, on va vous libérer. Donc merci d'avoir écouté justement cette conférence très intéressante. Donc on vous donne un rendez-vous pour la prochaine conférence. Normalement ce sera après les vacances, donc on n'a pas encore la date précise, mais on vous tiendra au courant de toutes les dernières nouvelles qu'on a. Donc alors comme justement l'a fait remarquer l'une des auditrices, si vous voulez le PowerPoint, vous avez juste à nous envoyer un mail. Donc notre adresse mail est sur notre Instagram ou autre, c'est assez facile à trouver, et on vous enverra le PowerPoint. Merci à vous.